Au Moyen Âge, les chevaliers étaient un symbole de bravoure, d'honneur et de capacité guerrière. Ces cavaliers lourdement armés sur leurs chevaux, équipés d'épées et de lances, inspirèrent le respect, et il semblait souvent qu'ils ne craignirent rien. Pourtant, il existait quelque chose dont même les chevaliers les plus courageux de leur époque avaient peur, les puissantes machines de siège lançant des rochers, généralement connues sous le nom de catapultes. Imaginons un château médiéval assiégé par l'ennemi. Les chevaliers sur les remparts regardent avec le souffle coupé la machine géante à l'horizon qui tend ses muscles de bois. Soudain, une énorme pierre siffle dans l'air et fracasse un morceau de rempart avec un impact assourdissant. De tels moments pouvaient ébranler même le courage des guerriers les plus aguerris. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les chevaliers médiévaux craignaient les catapultes et comment ces armes ont changé l'art de la guerre de leur époque. Nous révélerons comment la conception chevaleresque du combat honorable fut confrontée à la réalité écrasante des sièges. Dans un instant, nous plongerons dans les chroniques et les récits des guerres de siège. Vous entendrez parler de croisés lançant des têtes coupées d'ennemis par-dessus les remparts ou de Mongols utilisant de terrifiants projectiles incendiaires. Vous découvrirez aussi comment les chevaliers tentèrent de faire face à ces armes terrifiantes, et comment la peur des catapultes préfigurait l'ère de nouvelles inventions encore plus destructrices. Installez-vous confortablement, car dans un instant nous révélerons les secrets uniques des machines de siège médiévales, qu'autrefois personne n'appelait autrement que diaboliques. Les chevaliers médiévaux grandissaient dans une culture qui valorisait hautement le duel honorable et la bravoure personnelle. Selon les codes chevaleresques, le combat devait se dérouler ouvertement. L'ennemi devait d'abord être défié, et ce n'est qu'ensuite que suivait l'affrontement face à face. Les ruses et les stratagèmes étaient considérés comme malhonnêtes et indignes d'un guerrier noble. Cette conception du combat loyal se transmettait de génération en génération. Le chevalier devait prouver sa maîtrise dans un combat d'homme à homme, et ne pas recourir à la traîtrise. Mais la vraie guerre au Moyen Âge ne correspondait pas toujours à cet idéal. Dès que les premières machines de siège apparurent à l'horizon, les nobles conceptions de la chevalerie durent céder face à la dure réalité. Le siège d'un château ou d'une ville était tout sauf une affaire galamment chevaleresque. Les assaillants n'envoyaient pas de courtois défis au combat en rase campagne. Au lieu de cela, ils encerclaient les remparts et déployaient des machines qui détruisaient les murs et le moral des défenseurs. Pour les fiers chevaliers, les sièges étaient souvent psychologiquement éprouvants. Soudain, ils ne pouvaient plus montrer leur bravoure personnelle directement en selle, mais devaient attendre derrière les remparts que le coup arrive. Dans cette vidéo, nous verrons dans un instant quel choc puissant cela représentait pour la culture chevaleresque. Mais remarquons d'abord que les chevaliers craignaient généralement les nouvelles armes malhonnêtes. L'arbalète en est un exemple. Une arme qui pouvait transpercer l'armure d'un chevalier à des dizaines de mètres de distance. Au XIIe siècle, cette invention mortelle suscita une telle terreur parmi la chevalerie que l'Église l'interdit même en 1139 lors du deuxième concile du Latran pour les combats entre chrétiens, la qualifiant d'arme diabolique. Pourquoi ? Parce qu'un roturier avec une arbalète pouvait facilement tuer un noble chevalier sans qu'il y ait de duel honorable. Il suffisait d'un carreau tiré de loin. De même, les catapultes représentaient un élément qui coupait l'herbe sous le pied des chevaliers. Face aux énormes frondes, leurs épées et lances devinrent soudain inutiles. Le chevalier, habitué à compter sur sa maîtrise guerrière, faisait soudain face à un ennemi qu'il ne pouvait intimider par sa bravoure personnelle ni vaincre en combat direct. Ce changement de paradigme fut d'abord difficile à accepter. Beaucoup de nobles guerriers pouvaient considérer l'usage des machines de siège comme une méthode de guerre vile, contraire à l'honneur chevaleresque. Mais quand il s'agissait de survie et de victoire, le romantisme chevaleresque devait être mis de côté. Les souverains et les généraux n'hésitaient pas à déployer des catapultes, et les chevaliers, bon gré mal gré, en ressentirent l'effet sur leur propre peau. Et ainsi,
Tandis que les codes de tournoi parlaient de courage et de combat honorable, les vrais champs de bataille étaient de plus en plus souvent dominés par des machines de destruction semant la terreur. Dans un instant, vous découvrirez d'où venaient ces catapultes et comment il se fit qu'elles se répandirent à nouveau sur les champs de bataille médiévaux, malgré les anciennes traditions. Les machines de siège, parmi lesquelles figurent différents types de catapultes, ne sont pas une invention du Moyen Âge. Leurs origines remontent à l'Antiquité. Déjà dans la Rome antique ou en Chine, existaient des machines de jet, capables de lancer des pierres ou des javelots sur l'ennemi. Avec l'effondrement de l'Empire antique et le haut Moyen Âge, cependant, beaucoup de connaissances techniques tombèrent dans l'oubli, et l'art du siège dut être en grande partie redécouvert. Dans les premiers siècles après la chute de Rome, les châteaux européens étaient d'abord plus modestes, souvent des châteaux en bois de type Motte and Bailey, et la technique de siège simple prévalait à les sièges, par famine, les échelles, peut-être des béliers. Les catapultes semblaient avoir presque disparu des champs de bataille européens. Le tournant vint avec le développement progressif des châteaux et forteresses, et aussi l'influence du contact avec les Byzantins et le monde islamique. L'Empire byzantin et les califats arabes conservèrent et perfectionnèrent certaines machines de siège antiques. Par exemple, les Byzantins utilisaient déjà au 6e-10e siècle les soi-disant mangonos, des machines de jet basées sur la force humaine. Les expéditions des croisades, à la fin du XIe siècle, apportèrent alors aux Européens une confrontation directe avec l'art avancé du siège du Proche-Orient. Les croisés lors de la conquête des villes en Terre sainte dépendaient souvent de l'aide d'ingénieurs byzantins, ou devaient eux-mêmes s'approprier rapidement la construction de machines de siège selon les modèles arabes et byzantins. Ainsi, revinrent progressivement en Europe les catapultes de différents types. Au XIIe siècle apparaît un nouveau type plus puissant, la lourde fronde à contrepoids, appelée trébuchet. Contrairement aux anciennes machines utilisant pour le lancement la force des muscles humains, ou de cordes tordues, le trébuchet utilisait comme moteur un énorme contrepoids. Ce mécanisme ingénieux permettait de lancer des projectiles beaucoup plus lourds et à une plus grande distance que les catapultes classiques antérieures, machines à torsion. Les premières mentions de trébuchets dans les sources européennes apparaissent vers le tournant des XIIe et XIIIe siècles. Par exemple, lors du siège de Douvres en 1216 en Angleterre, fut enregistrée la première utilisation d'un trébuchet sur les îles britanniques. De telles nouveautés se répandaient rapidement. Bientôt aucune armée d'un roi ou grand seigneur important ne partait en campagne sans un groupe d'ingénieurs de siège expérimentés et sans des chariots pleins de pièces de catapultes prêtes à l'assemblage. Au XIIIe siècle, les machines de siège vécurent littéralement une renaissance. Les châteaux des croisés en Terre sainte étaient bombardés par d'énormes frondes musulmanes que les croisés décrivaient avec émerveillement et terreur dans leurs chroniques. À l'inverse, les rois européens comme l'anglais Édouard Ier ou le français Philippe II firent construire leurs propres catapultes monumentales quand ils eurent besoin de soumettre des châteaux rebelles. Même les Mongols, lors de leur conquête au XIIIe siècle, utilisèrent des spécialistes chinois et persans de la construction de catapultes et apportèrent ainsi cet art jusqu'au cœur de l'Europe. Quand en 1241, à la bataille de Lenica, s'affrontèrent les généraux mongols et les chevaliers européens. Ils déployèrent, paraît-il, aussi des catapultes portables tirant des projectiles incendiaires pour disperser la cavalerie lourde avant l'affrontement. Les chevaliers, habitués aux combats traditionnels de près, furent soudain confrontés à un ennemi qui les bombardait de feu à distance et ne les laissait pas du tout approcher. Selon les témoignages de l'époque, ils semblaient écrasés et confus, car leur tactique habituelle échouait. Au tournant des XIIIe et XIVe siècles, les machines de siège étaient au sommet de leur importance. L'Europe était parsemée de châteaux et forteresses de pierre, et ainsi beaucoup de guerres se décidaient justement devant leurs remparts. Les catapultes devinrent l'équipement indispensable des armées, et en même temps la terreur des défenseurs.
Des inventions oubliées de l'Antiquité, les frondes renaissantes se transformèrent en symboles de l'art de guerre médiéval impitoyable. Il était maintenant temps de regarder de plus près leur puissance destructrice. Dans les minutes suivantes de la vidéo, vous découvrirez quels effets dévastateurs avaient les rochers lancés par les catapultes, et pourquoi même les remparts solides ou l'armure du chevalier n'offraient souvent pas de sécurité. Quelle arme puissante était donc la catapulte? Imaginons une machine de siège en action. À une extrémité d'un long bras de bois est suspendu un énorme contrepoids, un panier de plusieurs tonnes rempli de pierres ou de plomb. À l'autre extrémité du bras est fixé à l'aide d'une corde et d'une poche de cuir un projectile, le plus souvent un rocher de pierre taillé en forme sphérique. Lors du tir, le contrepoids se libère et tombe vers le bas, mettant ainsi l'autre extrémité du bras en mouvement à une vitesse énorme vers le haut. La poche se catapulte, la corde se libère au bon moment et la pierre vole en arc élevé vers la cible. L'effet ? Dévastateur. Un grand trébuchet pouvait tirer un projectile pesant 50 à 100 kg à une distance de plusieurs centaines de mètres. Des extrêmes sont enregistrés, par exemple des machines capables d'atteindre plus de 300 mètres, bien qu'avec moins de précision. La chute d'un tel rocher depuis une hauteur a une énorme énergie cinétique. La pierre pouvait se fragmenter à l'impact et agir comme une averse d'éclats, ou au contraire rester entière et percer même un mur épais. Les chroniques de l'époque rivalisent dans la description des effets destructeurs des catapultes. Un témoin oculaire, par exemple, décrivit qu'un projectile d'une énorme fronde perça un mur de pierre, comme une flèche traverse un tissu. Cette comparaison colorée provient d'une chronique anglaise se rapportant à l'année 1304, quand le roi Édouard Ier assiégea le château de Stirling en Écosse. Édouard fit construire peut-être le plus grand trébuchet de l'époque, surnommé Warwolf, loup de guerre. Le chroniqueur l'appela machine terrible, devant laquelle tremblaient même les murs solides. Selon les témoignages, un seul tir de ce colosse pouvait percer 2 rangées de remparts à la fois. Selon certains rapports, les défenseurs du château se rendirent avant même que Warwolf n'ait eu le temps de tirer. Tel était le respect qu'inspirait ce géant. Édouard Ier insista néanmoins pour tester son arme, et fit tirer au moins un coup de sa fronde comme démonstration de force. Il n'est pas étonnant qu'une telle démonstration de force laissa une profonde impression dans l'esprit des chevaliers. Même le chevalier le plus courageux ne pouvait en effet dompter un rocher volant avec son épée. Quand la pierre tombait parmi un groupe de défenseurs sur les remparts, elle pouvait d'un seul coup écraser plusieurs hommes à la fois, et cela sans égard à leur équipement ou leur noblesse. L'armure lourde, protection fiable par ailleurs en duel, était vaine contre un roc qui tombait. Le coup pouvait balayer le chevalier avec son cheval de la rampe de combat ou littéralement l'écraser. Beaucoup de chroniques rapportent des détails horrifiants. Par exemple, des scènes où après l'impact du projectile ne restaient sur place que des restes déchiquetés, ou quand un fragment de roche projetait un homme des remparts dans la cour intérieure. De telles scènes devaient ébranler le moral des défenseurs. Les catapultes détruisaient aussi systématiquement les structures défensives. Un tir répété sur un même endroit pouvait créer une fissure dans le rempart. Et dès qu'apparaissait un trou ou brèche, les assaillants obtenaient de l'accès à l'intérieur de la forteresse. Pour les défenseurs, c'était un moment critique. Ils savaient que s'ils n'arrivaient pas à repousser l'ennemi de la brèche, la forteresse tomberait. Les pierres lancées par les frondes ouvraient ainsi littéralement la voie aux assaillants. Les défenseurs tentaient bien sûr de réparer les dégâts pendant la nuit de manière provisoire avec des poutres et des décombres, mais sous la pluie incessante de pierres, cela se faisait difficilement. Particulièrement redoutées étaient les plus grandes machines, dont il n'y en avait cependant pas beaucoup. Leur construction était coûteuse et longue. La plupart des armées de siège disposaient plutôt de catapultes moyennes et petites, mais même celles-ci pouvaient faire des ravages. On ne pouvait certes pas parler de tir rapide au sens moderne. Recharger et réarmer un trébuchet prenait plusieurs minutes. Néanmoins, une équipe coordonnée de plusieurs machines assurait que les projectiles tombaient sur les remparts à des intervalles relativement courts. Parfois, les défenseurs faisaient face à l'attaque de 10 catapultes simultanément,
qui lançèrent des pierres l'une après l'autre. Imaginons cette pression. À peine la garnison s'était-elle remise d'un coup qu'elle guettait déjà dans le ciel le prochain projectile volant. Le bombardement incessant causait des dégâts physiques et un stress psychologique. En effet, la puissance destructrice de la catapulte résidait non seulement dans la destruction matérielle, mais aussi dans cette menace omniprésente qui planait sur les défenseurs comme un nuage sombre. Et c'est justement cet effet psychologique qui était peut-être encore plus important que les boulets de canon du Moyen Âge, les projectiles de pierre. Dans cette vidéo, nous nous concentrons maintenant sur quelle terreur et panique les catapultes pouvaient susciter dans l'esprit des guerriers médiévaux et comment elles étaient utilisées comme instruments de guerre psychologique. Dans un instant, nous révélerons les tours les plus terrifiants que les généraux de l'époque effectuaient à l'aide de catapultes pour briser leurs ennemis avant qu'il n'y ait combat de près. Les blessures et la destruction physique que causaient les catapultes étaient terribles, mais encore plus pernicieuse pouvait être la peur que ces machines répandaient. Les commandants médiévaux comprenaient très bien que s'ils parvenaient à saper le moral des défenseurs ou de l'armée ennemie, ils pouvaient atteindre la victoire même sans combat prolongé. La catapulte devint entre leurs mains un instrument de terreur. Elle n'attaquait pas seulement les corps des chevaliers, mais aussi leur esprit. Déjà l'aspect et la réputation de telles machines inspiraient l'horreur. Certaines énormes frondes recevaient même des noms des soldats, destinés à terrifier l'ennemi. Par exemple, lors du siège d'Acre en 1291, les Mamelouks déployèrent leur plus grande catapulte surnommée Victorieux, et une autre grande machine appelée Furieux. Déjà de ces noms, il est évident qu'on regardait ces armes presque comme des créatures vivantes sinistres, qui se préparaient à démolir la ville. Une des tactiques cruelles mais efficaces était l'usage d'un chargement de munitions terrifiant au lieu de pierres ordinaires. Par exemple, la première croisade en 1097, les croisés assiégeant la ville de Nicée, actuelle Iznik en Turquie, déployèrent non seulement des armes, mais aussi une pression psychologique. Les chroniques rapportent que le commandant des croisés Raymond de Toulouse fit couper les têtes des adversaires tombés, et les catapultes les lancèrent par-dessus les remparts dans la ville encerclée. Imaginez cette horreur des défenseurs. Dans la cour tombèrent des têtes sanglantes de leurs propres soldats, parents et amis. Selon les rapports de l'époque, c'est justement cet acte de cruauté extrême qui ébranla la psyché des défenseurs beaucoup plus que les projectiles de pierre eux-mêmes. Les gens derrière les remparts réalisèrent qu'ils avaient affaire à un ennemi qui ne connaissait pas la pitié et était capable de tout. La peur des barbares impitoyables s'intensifia considérablement, et la ville finit par se rendre. Au XIVe siècle, lors du siège du port de la mer Noire Kaffa, en 1346, les assaillants mongols lancèrent prétendument par-dessus les remparts, avec des catapultes, les corps de leurs compagnons morts de la peste. Ils voulaient ainsi répandre la contagion mortelle parmi les défenseurs. Cet événement est aujourd'hui considéré comme un des premiers cas de guerre biologique, et selon certains historiens, il put contribuer à la propagation de l'épidémie de peste en Europe. Que la peste à Kaffa ait vraiment commencé ainsi ou non, pour les assiégés cela dut être une expérience bouleversante. Imaginez qu'un cadavre gonflé et puant, couvert d'ulcères, tombe sur la place. Outre le danger de contagion, cela sapait inévitablement l'esprit combatif. Les chevaliers, qui ne craignaient pas face à face un adversaire avec une arme à la main, pouvaient succomber à l'effroi d'un ennemi invisible, de la peste ou du poison que la catapulte lançait par-dessus le mur. L'imagination des généraux médiévaux ne connaissait pas de limite non plus en ce qui concernait d'autres, munitions. Il subsiste des mentions que les défenseurs de châteaux lançaient parfois dans les rangs des assaillants des ruches d'abeilles ou des nids de guêpes. Avec une catapulte ou simplement depuis les remparts, ils jetaient parmi les ennemis un panier plein d'abeilles, furieuses. Le résultat ? Confusion et attaques douloureuses de dards contre lesquelles même l'armure de plate ne protégeait pas les parties découvertes du corps, comme le visage ou les mains. Essayez de manier une épée quand des dizaines d'abeilles bourdonnent sous votre aume. Même de telles armes improvisées semèrent donc la panique.
Les assaillants pouvaient avoir le meilleur entraînement, mais des essaims d'insectes en colère parvenaient à les disperser. Et de plus, ils provoquaient un choc psychologique fort, car cette manière de combattre était inattendue et terrifiante. Une autre arme favorite de la peur était le feu. Les catapultes savaient lancer aussi des projectiles incendiaires, par exemple des récipients en céramique remplis de combustible. Ceux-ci se brisaient à l'impact, et des flammes jaillissaient. Les défenseurs se retrouvaient alors au milieu d'un incendie. Déjà les armées antiques utilisaient la poix ou l'huile brûlante dans un projectile pour enflammer les toits et constructions en bois, et le Moyen Âge ne fit pas exception. À une époque où la plupart des maisons urbaines et bâtiments de châteaux étaient en bois, l'incendie représentait un cauchemar. Les flammes donnaient de plus la nuit une atmosphère infernale à la scène. Lueurs rouges, fumée et cris augmentèrent la pression psychique. Le bruit et les chocs incessants travaillaient également sur le moral. Les grandes frondes émettaient lors du tir un son grondant de bois et cordes qui se répandait dans la campagne. Les impacts des rochers ébranlaient la terre et les murs, jusqu'à ce que des fragments de mortier tombent des remparts. Les défenseurs vivaient dans un tel environnement des jours et des semaines. Ils ne dormaient pas, car même la nuit, les projectiles pouvaient arriver à tout moment. Chaque bruissement pouvait signifier une autre pierre dans les airs. Certains chroniqueurs mentionnent que les gens assiégés étaient souvent au bord de l'épuisement, terrifiés par le danger constant venant du ciel. La peur peut briser la psyché humaine, et les guerriers médiévaux n'étaient donc pas une exception, bien qu'ils se montrent souvent intrépides dans les chroniques. Même un chevalier n'est qu'un homme de chair et d'os. Il entendait autour de lui les gémissements des compagnons blessés, voyait comment même le camarade le plus courageux pouvait être écrasé en une seconde par un rocher. À un tel moment, plus d'un héros songea certainement si la résistance ultérieure avait un sens. Les généraux comptèrent là-dessus. La guerre psychologique devait amener les défenseurs à capituler avant qu'il ne soit nécessaire de prendre le château d'assaut. L'assaut était pour les assaillants toujours risqué et sanglant, donc s'il était possible de semer la panique parmi les défenseurs, s'ouvrait la possibilité de négociation. L'assaillant pouvait offrir un traitement relativement clément en échange de la reddition. Si cependant les défenseurs refusaient et étaient ensuite pris par la force, suivait souvent un châtiment cruel. La ville était pillée, et souvent tous étaient tués ou réduits en esclavage. Cela aussi faisait partie des aspects psychologiques du siège. Les défenseurs savaient bien que s'ils opposaient une longue résistance, une terrible vengeance les attendait en cas de défaite. La peur de la catapulte était donc en fait partie intégrante d'une peur plus large de tout le sort des assiégés. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de garnisons préférèrent se rendre quand elles virent qu'elles n'avaient pas d'espoir contre les énormes frondes. Dès que les remparts commençaient à s'écrouler au-dessus de leur tête et que le moral baissait, la capitulation était parfois un meilleur choix que la mort héroïque sous les décombres. L'histoire connaît d'innombrables cas où la nouvelle que les assaillants avaient érigé de puissantes catapultes devant les remparts suffit pour que le château assiégé préfère se rendre. Bien sûr, tous les chevaliers ne se laissaient pas briser par la peur. Beaucoup combattirent courageusement jusqu'à la fin. Mais même chez les plus déterminés, nous devons compter avec le fait que la peur était un compagnon d'armes constant. L'art du chevalier ne résidait donc pas seulement dans l'escrime et l'équitation, mais aussi dans la capacité à faire face à la pression psychique. Comme quelqu'un a dit, le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais la surmonter. Le chevalier médiéval devait surmonter la peur des catapultes s'il voulait tenir bon. Quelle possibilité avait-il cependant pour se défendre ? Dans un instant, nous verrons de quelle manière les chevaliers et défenseurs de châteaux tentèrent de faire face aux machines de siège et d'atténuer leur effet. Vous serez surpris de combien d'ingéniosité ils purent manifester face à la supériorité technique. Rester inactif cible des tirs, cela n'était pas dans la nature des chevaliers. La réaction logique était de chercher des contre-armes et stratégies pour se défendre contre les catapultes. Bien que les chevaliers ne pussent arrêter d'un geste de la main un rocher volant, ils n'étaient certainement pas complètement impuissants. Les défenseurs médiévaux développèrent une série de procédés pour limiter autant que possible les effets des machines de siège.
La première ligne défensive était naturellement l'architecture même du château. Dès que de puissantes catapultes commencèrent à apparaître au combat, les constructeurs de forteresses s'adaptèrent. Les remparts furent construits plus solides et avec des tours plus robustes qui résistèrent à plus de coups. Dans certains cas, les lignes de remparts furent doublées, murs extérieurs et intérieurs, de sorte que le projectile devait percer 2 obstacles successivement. Les murs opposés étaient remplis de terre qui amortissait bien les chocs. La forme des remparts avait aussi de l'importance. Les tours circulaires ou polygonales résistaient mieux aux bombardements que les anciennes tours carrées, car la forme ronde dispersait mieux l'énergie du coup. Les défenseurs tentaient aussi d'incommoder activement le travail des équipes de catapultes. La méthode la plus efficace était les sorties ou expéditions depuis le château. Les chevaliers entreprenaient des sorties nocturnes pour brûler ou briser les machines de siège avant qu'elles ne fassent de plus gros dégâts. Une telle action était très dangereuse, car un petit détachement devait pénétrer parmi des ennemis plus nombreux dehors. Mais des volontaires courageux se trouvaient souvent. Les rapports conservés décrivent par exemple la situation lors de la chute d'Acre en 1291, quand 300 chevaliers templiers sortirent de nuit de la ville et entreprirent un assaut furieux sur les machines de siège musulmanes. Ils ne réussirent certes qu'à détruire une partie des catapultes, mais ce coup eut pour les défenseurs une énorme signification morale. Ils montrèrent qu'ils ne se rendèrent pas encore sans combat. De semblables sallies, sorties, eurent lieu lors de presque chaque siège important, et souvent on réussit effectivement à brûler quelques frondes avec des couronnes de poids, ou au moins à tuer son équipage. Chaque catapulte détruite signifiait un soulagement pour les défenseurs. Une autre défense était le tir depuis les remparts. Les défenseurs ne restaient pas des cibles passives. Ils avaient eux-mêmes de plus petites machines de jet sur les remparts et utilisaient en masse des arcs et arbalètes pour bombarder l'ennemi sous les remparts. Ils tentaient de viser l'équipage des catapultes. Cet équipage était souvent partiellement protégé par des boucliers de bois ou placé en position couverte. Néanmoins, il arrivait que les archers sur les remparts réussissent à tuer certains tireurs ou pointeurs. Certains châteaux avaient été même leurs propres mangonneaux ou balistes plus petits sur les tours pour répliquer au tir. Même si ces contre-types, comme nous pourrions les appeler, n'avaient pas une telle portée ni un tel calibre que les trébuchets de siège, ils pouvaient endommager l'ennemi, par exemple briser le bouclier de l'assaillant, couvrant la catapulte, ou chasser les ouvriers qui construisaient une tour de siège. Les défenseurs préparaient aussi de grandes réserves de pierres sur les remparts pour pouvoir les jeter directement sur les têtes des assaillants, tentant l'escalade par des échelles ou le sapement des murs. Les fortifications médiévales étaient équipées de diverses astuces. Les meurtrières et fenêtres à fente fournissaient aux défenseurs une sécurité relative lors du tir de flèches sur l'ennemi. Elles étaient si étroites qu'un projectile de catapulte ne pouvait pratiquement pas voler à l'intérieur. Les châteaux avaient aussi des murder holes, trous mortels, des ouvertures dans les voûtes des portes ou tours par lesquelles les défenseurs pouvaient verser de l'eau bouillante, de la poix ou jeter des pierres vers le bas sur les ennemis. Ceci servait surtout contre l'infanterie pénétrant par la porte, mais montre combien la défense était complexe et réfléchie. Chaque retard des assaillants signifiait une chance de survivre un jour de plus, et donc une chance que des secours arrivent, ou que l'ennemi se lasse du long siège. De plus, les défenseurs utilisaient souvent le terrain. Si le château était sur un rocher ou entouré d'un large fossé, les catapultes avaient de une position plus difficile. Le tir en montée réduisait l'efficacité, car la pierre tombait sous un angle moindre. Les pentes raides pouvaient dévier ou ralentir les projectiles qui tombaient. Les défenseurs construisaient parfois même devant les remparts des remblais de terre, provisoires ou palissades, qui interceptèrent les projectiles volant bas. On mentionne aussi des expériences avec des cordes tendues ou des filets, mais l'efficacité de telles improvisations était limitée. Contre de grandes pierres, il n'était pas facile de créer un obstacle parfait. Parfois aider un simple petit toit en pente au-dessus d'une tour ou bastion en bois solide,
Il pouvait dévier une partie de l'énergie du rocher qui tombait, qui glissait alors de côté au lieu d'un coup direct. Par exemple, certains bastions de la fin du XIIIe siècle avaient des toits coniques de poutres couverts d'une épaisse couche d'argile. Ils fonctionnaient comme un parapluie contre les rochers. La discipline et le moral des défenseurs jouaient un grand rôle. Une garnison bien commandée se relayait dans le service pour que les hommes se reposent. Les commandants s'efforçaient de maintenir l'ordre, éteignaient les incendies et réparaient immédiatement les dégâts, quitte à ce que les chevaliers eux-mêmes aident les maçons et portent des pierres. Tout cela avait un objectif, montrer à l'ennemi que les défenseurs ne faiblissaient pas et que le château ne se rendrait pas si facilement. De la guerre psychologique devenait ainsi un duel de volonté, qui supporterait plus longtemps la pression, les nerfs des assaillants ou des défenseurs. L'histoire nous fournit des exemples où une défense soignée réussit à résister même à de puissantes machines de siège. Par exemple, le château de Douvres, déjà mentionné en Angleterre, qui s'attira le surnom de Clé de l'Angleterre, résista en 1216 et 1217 à 2 sièges successifs, lors desquels les assaillants déployèrent la nouveauté de l'époque, les trébuchets. Grâce à la détermination de la garnison, aux bonnes provisions et aux fortifications, et aussi à une certaine dose de chance, Douvres se défendit jusqu'à ce que les assiégeants soient contraints de se retirer. De même, le château de Montségur en France, forteresse des Cathares, résista en 1244 une série de mois, bien que l'armée catholique eut de lourdes frondes. Montségur ne tomba qu'après que les défenseurs furent surpris par une attaque par la paroi rocheuse, donc plutôt par ruse que par démolition directe des remparts. Ces victoires des défenseurs donnaient aux chevaliers l'espoir que la catapulte n'était pas une arme toute puissante à laquelle on ne pouvait résister. Néanmoins, à long terme, il était clair que les souverains construiraient des moyens de siège toujours plus puissants. Les chevaliers, s'ils voulaient rester une force militaire, devaient s'adapter. Beaucoup de guerriers importants devinrent donc eux-mêmes experts en siège. Le célèbre roi anglais, Richard Cœur de Lion, était non seulement un excellent duelliste, mais aussi expérimenté dans les techniques de siège. Lors de la troisième croisade, il commanda le siège d'Acre et fit construire des tours de siège et frondes, auxquelles il donnait même des noms. Sa machine préférée s'appelait, paraît-il, Malvoisin ou Mauvais Voisin. Aussi les Hussites tchèques au XVe siècle, bien qu'ils ne fussent pas des chevaliers typiques, devinrent célèbres pour leur ingéniosité. Lors du siège du château de Karlstein en 1422, ils utilisaient non seulement des canons primitifs, mais aussi des grandes frondes classiques pour lancer des pierres sur les remparts. L'époque chevaleresque apprit en somme à utiliser même les armes qu'elle craignait auparavant. Au milieu du XIVe siècle résonna pour la première fois au-dessus des champs de bataille un son qui préfigurait le crépuscule des catapultes, le tir d'un canon. La poudre à canon, connue longtemps en Chine, arriva en Europe et commença bientôt à s'appliquer dans l'art militaire. Au début, les armes à feu étaient primitives, petites arquebuses à main et lourdes bombardes, grondantes, qui tiraient des boulets de pierre. Au commencement, elles étaient plutôt un complément aux catapultes traditionnelles. Par exemple, lors des guerres hussites, début du XVe siècle, les combattants utilisaient parallèlement de grandes frondes et les premiers canons. Les sources mentionnent par exemple le siège du nouveau château près de Kunratis en 1421, où les Pragois déployèrent 3 énormes frondes, peut-être des trébuchets, et aussi un nombre indéterminé de canons. Le tir intensif conjoint de pierres et de premiers boulets de canon détruisit alors complètement les toits et chemins de ronde du château, jusqu'à ce que les défenseurs résignent et se rendent. Avec le temps cependant, la technologie des armes à feu se perfectionna. Les canons devenaient toujours plus efficaces et transportables. Vers 1450, beaucoup d'armées disposaient déjà de parcs d'artillerie capables de démolir les remparts plus vite que la meilleure catapulte. Dans les guerres de siège de la fin du Moyen Âge, les canons prirent ainsi le rôle principal. Le trébuchet classique tendu par gravité devint d'un coup obsolète. Il n'était pas capable de concurrencer l'énergie cinétique d'un boulet de canon en fer, propulsé par l'explosion de poudre.
Là où la catapulte avait besoin d'heures ou de jours de tir soutenu pour créer une brèche suffisante, un gros canon, bombarde, pouvait tirer quelques coups et abattre toute une tour. Pour les chevaliers, c'était un autre changement fondamental. Si la catapulte menaçait surtout les cibles statiques, châteaux, remparts, et les chevaliers enfermés dedans, alors les nouvelles coulevrines et arquebuses menaçaient directement les chevaliers sur le champ de bataille. Les lourdes armures de plate que les chevaliers portaient au XVe siècle savaient certes résister à bien des choses, mais un coup proche d'une balle de mousquet pouvait les percer. Soudain, le chevalier n'était plus maître du champ de bataille, même lors d'un affrontement en rase campagne. La supériorité à distance des armes à feu et des archers, en Angleterre célèbres avec les arcs longs, signifiait que la cavalerie lourde n'arrivait souvent même pas au coup décisif. Les batailles célèbres comme Crécy, 1346, et Azincourt, 1415, montrèrent qu'une masse de chevaliers pouvait être décimée par le tir à distance, et ce n'était que le commencement, avec l'arrivée d'unités de tireurs plus organisées, et de tactiques, piques et arquebuses, commença l'âge où l'armure chevaleresque perdit son sens. En leur temps, les chevaliers médiévaux craignaient que les arbalètes, et ensuite les canons fussent des moyens malhonnêtes, qui détruisaient l'esprit de l'ancienne chevalerie. Certains chroniqueurs se lamentaient sur la disparition du métier chevaleresque, face à ces nouveautés. Mais l'art militaire évoluait tout simplement inexorablement. Les catapultes, autrefois redoutées et révolutionnaires, disparurent progressivement au XVe siècle. Le dernier déploiement enregistré d'un trébuchet en Europe est parfois donné vers 1521. Curieusement, lors de la conquête de Tenochtitlan aztèque, quand les conquistadors espagnols construisirent par nécessité une fronde parce qu'ils avaient épuisé la poudre à canon, leur machine improvisée se désintégra cependant dès le premier tir, ce qui illustre symboliquement la fin de l'ère des frondes. Les chevaliers médiévaux vécurent ainsi comment le sceptre de terreur, imaginaire, se transmettait de la catapulte aux nouvelles inventions. La peur de la catapulte fut remplacée par la peur des canons et fusils, qui étaient encore plus bruyants, mortels et pénétrants. Pourtant les catapultes ne disparurent pas immédiatement, la transition fut progressive. Encore au milieu du XVe siècle, une série de sièges combinait les deux technologies. Néanmoins, les jeunes nobles étudiaient plutôt la balistique des canons que l'art de construire des frondes. Il ne restait aux chevaliers qu'à accepter que l'époque avait changé. Qui restait aux anciennes méthodes risquait la perte. C'était en fait un retour à un sentiment similaire qu'avaient peut-être eu leurs ancêtres quand ils virent pour la première fois une énorme catapulte. Le choc de la nouvelle technologie. Les chevaliers du début du XIVe siècle tremblèrent devant Warwolf. Les chevaliers 100 ans plus tard tremblèrent devant d'énormes canons comme la française Mons Meg ou les bombardes de sièges turcs à Constantinople en 1453. La peur de l'inconnu et de l'effet écrasant accompagne les soldats à travers l'histoire. Mais nous sortons là complètement du Moyen-Âge. L'histoire des chevaliers médiévaux et de leur peur des catapultes recèle en elle un enseignement intemporel. Elle nous montre comment chaque époque de l'humanité fit face à de nouvelles armes qui au début suscitaient l'horreur et semblaient invincibles. Au XIIIe siècle, c'étaient les frondes de siège, plus tard les canons. Au XXe siècle, par exemple, les chars et bombardements aériens. Aujourd'hui, nous pouvons citer par exemple les missiles à longue portée ou les drones sans pilote. Toujours, quand apparaît une nouvelle technologie de combat, elle suscite la peur et en même temps lance les courses comme à l'invention de défense contre elle. De même que les chevaliers renforcèrent les remparts et inventèrent des contre-mesures aux catapultes, le monde moderne réagit aux nouvelles menaces par le développement de défenses anti-aériennes, de boucliers antimissiles ou de sécurité cybernétique. La peur de l'inconnu peut être paralysante, mais l'histoire montre que les humains sont extraordinairement adaptatifs. Les chevaliers qui considéraient d'abord les catapultes comme des inventions diaboliques, contraires aux règles de la guerre, comprirent finalement qu'ils devaient leur faire face, apprendre à les utiliser et les surmonter.
De même, les armées et sociétés actuelles doivent aller se débrouiller avec de nouveaux types de menaces. Quand nous réalisons que déjà au Moyen Âge se déroulaient des courses aux armements et une guerre psychologique, nous voyons que les principes demeurent. Aujourd'hui aussi, il est crucial de ne pas se laisser paralyser par la peur, mais de chercher des solutions. Cette histoire nous rappelle que bien que la technologie de la guerre change, la nature humaine, avec ses peurs et son courage, reste en beaucoup identique. Il est aussi intéressant de voir comment une ancienne source de peur peut après des siècles se transformer en attraction historique. Ce dont les chevaliers avaient peur, nous l'admirons aujourd'hui, lors de reconstitutions de batailles médiévales et dans des châteaux où les catapultes font partie des démonstrations pour touristes. Enfants et adultes regardent avec émerveillement jusqu'où vole une pierre depuis une réplique de trébuchet, et imaginent difficilement cette terreur qu'éprouvaient les gens au XIIIe siècle sous un vrai bombardement. L'histoire nous rappelle ainsi non seulement le cycle de la peur et du courage, mais aussi comment la mémoire humaine peut transformer une ancienne arme de destruction massive en merveille technique du passé. Quand donc vous regarderez la prochaine fois un film ou jeu avec des batailles médiévales où les chevaliers livrent un duel avec des machines de siège, vous vous souviendrez peut-être de cet exposé. Vous verrez dans ces énormes engins non seulement un morceau de bois, cordes et pierres, mais aussi un symbole de la transformation de l'art de guerre et de l'esprit humain inventif, bien que cruel. Les chevaliers craignaient les catapultes parce qu'elles représentaient une force inconnue et écrasante. De même que nous avons aujourd'hui des craintes des nouvelles technologies, jusqu'à ce que nous les connaissions et les comprenions. La connaissance et la compréhension peuvent cependant nous aider à surmonter la peur, ou au moins à vivre avec elle et trouver des moyens de l'atténuer. L'histoire des chevaliers et catapultes est pleine d'enseignements. Le courage ne naît pas dans l'absence de peur, mais dans son dépassement. Le progrès vient, même s'il s'accompagne de crainte, et la résistance humaine se manifeste par l'ingéniosité dans les situations les plus difficiles. J'espère que cette plongée dans le Moyen Âge vous a apporté non seulement de nouvelles connaissances, mais aussi une réflexion plus large sur la façon dont l'histoire s'entremêle avec le présent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si l'exposé vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, je serai content que vous lui donniez un like et le partagiez avec des amis. Transmettez la passion pour l'histoire et j'aurai hâte de vous retrouver la prochaine fois. La prochaine.